Très bien les amis, nous avons retardé le deuxième épisode de la série Devenir Brigitte parce qu'après avoir annoncé que nous allions diffuser l'épisode sur notre site candaceowens.com, nous avons subi d'importantes attaques des DOS tout au long du week-end. En fait, nos serveurs ont été submergés. Puis hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre très ferme du palais de l'Élysée de la part de Brigitte et Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il s'agit d'une lettre très brève que nous allons vous montrer dans son intégralité plus tard dans l'émission. Que dire d'autre sur les Macron? Ils ne se comportent pas comme un couple qui n'a absolument rien à cacher. Essayons donc de comprendre pourquoi ils se comportent de la sorte. Bienvenue dans la série Devenir Brigitte. Beaucoup de gens se sont donc demandé, avec le premier épisode, le début de cette série, pourquoi le peuple français laissait faire cela? Comment ont-ils pu laisser faire toutes ces choses? Et vous vous demandez probablement comment Brigitte et Emmanuel Macron ont réussi à étouffer la presse pour qu'aucun d'entre nous ne soit au courant de toutes ces choses bizarres qui se passent dans leur pays. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, qui était pratiquement inconnu du public un an avant d'arriver au pouvoir, a réussi à faire échouer la campagne de François Fillon, l'homme qui était pressenti pour devenir président? Comment a-t-il fait tout cela? Eh bien, c'est un peu comme l'ascension de Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama était sénateur, et il était donc impliqué dans la politique à un certain niveau. Mais son accession à la présidence est en quelque sorte, et à bien des égards, sortie de nulle part. Sauf que Barack Obama n'était pas marié à quelqu'un qui avait 20 ans de plus que lui. Emmanuel Macron, pour être très clair, je le répète encore une fois, n'avait que 14 ans lorsqu'il a joué dans une pièce de théâtre de son école, La Providence. Brigitte, à l'époque, était enseignante dans cette même école et animait un atelier théâtre. Elle avait en fait 39 ans à cette époque et était prétendument mariée et mère de 3 enfants. L'un de ses enfants, Laurence, avait le même âge et était donc à l'école avec Emmanuel Macron. L'histoire raconte qu'elle l'a vu jouer dans une pièce de théâtre et qu'elle a été subjuguée. Finalement, elle n'a pu résister à ses sentiments pour le prince beaucoup plus jeune, à tel point qu'elle a fini par divorcer de son mari. Elle a brisé sa famille à cause de cela. Bien sûr, il s'agit objectivement d'une histoire très effrayante. Alors comment diable ont-ils pu le vendre au public français? C'est par là qu'il faut commencer. La réponse, bien sûr, comme toujours, est une campagne de propagande très intense, remplie de mensonges et de graves déformations intentionnelles. Comme le dit Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé cette incroyable histoire dans son livre à paraître. Il écrit, je cite, « Pour vendre cette histoire improbable, une intense propagande a été déployée dans tous les médias, à la télévision, à la radio et sur Internet. Des livres louant Brigitte et Emmanuel et des couvertures de magazines en papier glacé saturent l'espace public. L'objectif était d'instiller de manière subliminale dans les esprits un récit conçu par la crème des spécialistes parisiens de l'image publique. Ce récit palpitant racontait l'histoire d'Emmanuel Macron, étudiant précoce et virtuose, au lycée La Providence à Amiens. La presse le compare à Mozart, qui a conquis son professeur Brigitte, une femme dynamique, belle et charismatique. » Fin de citation. Donc oui, ils ont vendu cela comme l'histoire d'un triomphe sur la conformité. Cet amour qui défie l'âge, peut-être comme nous le savons maintenant, un clin d'œil aux œuvres écrites de l'auteur préféré de Macron, André Gide. Comme nous l'avons mentionné dans le précédent épisode, était un pédéraste avoué qui violait des garçons musulmans. Il écrivait ouvertement à ce sujet, et malgré cela, il a fini, ou du moins son livre a fini, dans le premier portrait présidentiel d'Emmanuel Macron. Vraiment flippant. Le 14 avril 2016, alors que Paris Match, le magazine, consacre sa première couverture à Brigitte, les lecteurs ont appris qu'un jour, dans son cœur, tout bascule secrètement. Elle assiste à la pièce de Milan Kundera intitulée Jacques et son maître, dont l'un des élèves de 3e, Emmanuel Macron, est le héros. Il a déjà son œil de lynx, écrivent-ils. Oh oui, il a déjà son œil de lynx qui s'intéresse à Brigitte. C'est ce qu'on nous a dit. Voici en passant une petite vidéo de Emmanuel Macron en spectacle lorsqu'il était plus jeune, dans une pièce de théâtre. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, nous pouvons la regarder en entier. C'est bon de renaître.
allumette, la nuit. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux hommes? L'aboiement d'un chien, l'ombre d'un homme. Merveilleux, magnifique, irrésistible pour une femme de presque 40 ans, qui l'a fait participer à son atelier de théâtre au cours de l'année scolaire suivante. Nous devrions nous arrêter ici pour considérer à quel point c'est terrifiant que les médias, en tant que tels, aient ce genre de pouvoir de romancer des actes purement diaboliques, puis de critiquer et de malmener ceux qui reconnaissent que c'est bien le cas, ceux d'entre nous qui disent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec cette image. Pas moins de 60 journaux ont été consacrés à Brigitte en l'espace de 26 mois seulement. Paris Match, à lui seul, a consacré jusqu'à présent 13 couvertures à Brigitte. Je dirais que c'est une sorte une stratégie psychologique de sursaturation. Si vous donnez au public autant d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, il devient immédiatement invraisemblable pour le commun des mortels qu'il pourrait y avoir quelque chose de caché, parce qu'il y a tellement d'informations que cela devient une sorte d'effet d'apathie du spectateur. Si beaucoup de gens couvrent l'histoire, c'est que l'histoire doit être couverte. Tout est déjà couvert, il ne nous reste plus rien à apprendre. Je vais donc vous raconter la légende officielle qui a été établie sur Brigitte Macron dans les premiers jours par les médias. Elle est la suivante. Tout d'abord, ils ont dit à la population que l'écart d'âge entre eux était qu'il avait 17 ans, ce qui est un mensonge pur et simple, et que Brigitte avait alors 36 ans, ce qui est également un mensonge pur et simple. Passons maintenant à la chronologie de la vie antérieure de Brigitte, affirmée par ces mêmes médias. Ils nous disent qu'en 1953, le 13 avril 1953, ironiquement la même date à laquelle le programme MKUltra a vu le jour, Brigitte Trogneux, de son nom de jeune fille Trogneux, est née à Amiens. Elle était la plus jeune fille d'une famille de confiseurs qui prospérait dans le nord de la France. Ils nous disent ensuite qu'après une éducation catholique stricte chez les Sœurs du Sacré-Cœur, elle a épousé en 1974, à l'âge de 21 ans, un certain André-Louis Ozière, devenant alors Brigitte Ozière, mariée à un cadre de banque. Suivant les traces de son mari, Brigitte Ozière entame une carrière d'attachée de presse à la Chambre de commerce à Lille. Et puis, ils ont eu 3 enfants. Un premier-né, Sébastien, en 1975, un fils. Puis, ils ont eu Laurence, une fille. C'est celle qui avait l'âge d'Emmanuel Macron et qui allait à l'école avec lui. Ils l'ont eu soi-disant en 1977. Et puis, il y a eu Tiphaine. Vous constaterez que Tiphaine est vraiment la seule des enfants à prendre la parole pour défendre Brigitte Macron, ce qui est assez intéressant. Ils l'ont prétendument eu en 1984. L'histoire raconte qu'après être devenue attachée de presse et avoir travaillé à la Chambre de commerce, elle a décidé de se reconvertir dans l'enseignement au milieu des années 1980. D'abord à Strasbourg comme professeur de littérature, ensuite au collège protestant Lucie Berger, puis, bien sûr, à la Providence, le collège jésuite d'Amiens, sa ville natale, parce qu'Emmanuel Macron et elle sont originaires du même endroit. En 1991, elle y est donc retournée, et bien sûr, pendant qu'elle y était, elle est tombée éperdument amoureuse d'un brillant étudiant, Emmanuel Macron. Maintenant, toute cette histoire a été présentée sans aucune image. La presse a donc essayé de faire croire aux lecteurs que Brigitte était irrésistiblement sexy et séduisante, comme si elle était une sorte de pin-up des années 1980, incroyablement semblable à Claudia Schiffer. C'est l'image qu'ils essayaient de mettre dans les esprits. Elle est plus âgée maintenant, mais si vous l'aviez vue quand Emmanuel Macron l'a vue, elle ressemblait à une pin-up et elle portait des jupes courtes. Ils ont parlé de la façon dont elle avait l'habitude de porter des jupes et de la façon dont tous les garçons bavaient sur elle. Tous ces garçons qui étaient en pleine puberté à l'école fantasmaient sur cette enseignante sexy du type Claudia Schiffer. Et bien sûr, le brillant virtuose Emmanuel Macron. C'est alors que commence cette sorte de liaison clandestine. Des années plus tard, en 2006, reconnaissant qu'elle était éperdument amoureuse d'Emmanuel Macron, elle a pris la grande décision de briser sa famille en divorçant de son mari, André-Louis le banquier, et en épousant son ancien élève Emmanuel Macron juste 1 an plus tard.
en 2007. Ok, bon, encore une fois, c'est la légende qui a été établie par les médias. Pour ne pas avoir à gérer l'image publique de Brigitte, le couple a fait appel à une femme connue sous le nom de Michelle Marchand. Elle se fait appeler Mimi. C'est la femme que je vous montre ici à gauche, marchant à côté de Brigitte. Elle est surnommée le pape de la presse People. La papesse de la presse People. Il ne faut pas contrarier Mimi. J'en ai parlé toute la semaine, des cabinets de relations publiques, des gens qui sont haut placés. Elle vous démolira si elle en a besoin. On peut y voir toutes sortes de procès auxquels elle a participé. Elle a été accusée d'avoir utilisé des tactiques de chantage et de coercition. Nous y reviendrons dans un instant. Sa tâche consistait à inonder le public de photos hyper sélectionnées du couple présidentiel en devenir, parfaitement retouché et impeccable. Il s'agissait de vendre l'idée que rien de bizarre ne s'était produit dans le passé. C'est ainsi que Mimi a pu bénéficier d'une quasi-exclusivité sur l'image de Brigitte, par l'intermédiaire de son agence photographique qui est connue sous le nom de Best Image. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette série, vous allez vous-même tomber dans ce trou et vous allez commencer à chercher les photos et à essayer de vérifier des choses sur le passé de Brigitte. Et vous allez voir le coin d'un grand nombre de ces photos porte la mention Best Image. Il s'agit de l'entreprise d'image photographique de Mimi Marchand. Cela signifie que Mimi contrôlait l'image. En ce qui concerne les conversations entre Mimi et Brigitte, une personne a servi d'intermédiaire. Et cette personne s'appelle Xavier Niel. C'est un milliardaire. C'est l'un des hommes les plus riches de France. Et je précise qu'il est aussi le gendre de Bernard Arnault, le PDG et le président de LVMH. Oui, LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. En janvier dernier, Bernard Arnault a dépassé Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. Les enfants de Bernard Arnault, deux d'entre eux, ont été instruits par Brigitte à l'école. Il faut savoir que deux de ses enfants ont suivi des cours de biologie à l'école. Plus tard, Brigitte a développé une relation étroite avec la fille aînée d'Arnault, à qui elle n'a pas donné de cours, Delphine, qui est devenue la fournisseuse de vêtements de Brigitte, par l'intermédiaire, évidemment, du directeur artistique et des stylistes de Louis Vuitton. Et donc Bernard Arnault a une fille qui s'occupe de styliser et d'habiller Brigitte Macron, la première dame. Elle le fait évidemment par l'intermédiaire de Louis Vuitton et fait appel à son directeur artistique pour être son styliste. Ce directeur artistique s'appelle Nicolas Ghesquière. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qui se soucie de ce qu'elle porte? Eh bien, sachez que cet homme est le principal promoteur du transgendérisme et de l'androgynie dans le monde de la mode. Il est très connu. D'après le magazine Out, il a délibérément embauché des mannequins transgenres et les a choisis pour ouvrir le défilé de Louis Vuitton. Comme lorsqu'il a choisi une personne transgenre de 23 ans, Croquian, pour faire la première partie de leur défilé 2018, au cours duquel ils ont présenté leur collection printemps-été. Ghesquière a aussi pris sur lui de lancer la carrière d'une tonne de mannequins transgenres dans toute l'industrie de la mode. Par exemple, une personne nommée Teddy Kinlivan, abondamment remerciée par Nicolas, qui à l'âge de 23 ans est devenu célèbre après avoir été découvert par Nicolas Ghesquière. À l'âge de 21 ans, il a été découvert, à l'âge de 23 ans, il le rendait célèbre. Et donc c'est juste la personne qui habille Brigitte. Je m'égare, et alors? Le styliste de Brigitte est spécialisé dans le transgendérisme dans le monde de la mode. En tant que directeur de la création chez LVMH. Une coïncidence, pourrait-on dire. Très bien, d'accord. Il s'agit également de démontrer le type de pouvoir qui entoure Brigitte, car si l'on considère qu'il est plausible qu'une histoire aussi importante ait été intentionnellement dissimulée par les médias grand public, il est important de savoir qui sont les acteurs qui nous entourent et à quel point ces personnes peuvent être puissantes. L'autre point est que Xavier Niel, pour en revenir à lui, est le gendre de Bernard Arnault, qui a servi d'intermédiaire entre le couple présidentiel en devenir et Mimi Marchand, notre papesse de la presse. Xavier Niel et Mimi se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un avocat commun, car tous deux ont un passé un peu trouble. Xavier, dans les années 80, a aidé à développer un service de chat dédié au cybersexe, qui est devenu incroyablement lucratif pour lui. Puis il devient copropriétaire d'une chaîne de peep show.
Il s'est avéré par la suite que l'un d'entre eux servait de couverture à un réseau de prostitution. En 2004, il a été arrêté pour proxénétisme aggravé. Je tiens à préciser que ces accusations ont été abandonnées par la suite. Mais je tiens également à citer le livre de Xavier Poussard. Il dit ceci: beaucoup de choses ont été écrites sur Xavier Niel, le père de la Freebox, et de l'abonnement de téléphone portable à 2 €. En gros, c'est comme, juste pour que ce soit clair pour les auditeurs anglais, ça ressemble presque à l'offre groupée de Verizon. C'est ainsi qu'il est devenu extraordinairement riche. Aujourd'hui, il est un membre à part entière de l'hyperclasse mondiale, en relation avec tous les gros bonnets de la Silicon Valley, et propulsé par Henry Kravis au conseil d'administration du puissant fonds d'investissement américain KKR. Cependant, le rôle de son service star de stockage TL-Free dans l'hébergement de la pornographie enfantine est encore trop méconnu. Et Free a même été décrit par le Centre canadien de services de protection de l'enfance comme la plus grande source d'images d'abus sexuels d'enfants. D'accord. Maintenant, poursuivons sur cette voie. Vous pouvez chercher ce qu'est le projet canadien de protection de l'enfance arachnide et pourquoi ils ont commencé à s'en occuper. Il y a des liens avec Xavier Niel, mais ce n'est pas ce pourquoi nous sommes ici. Je suis ici pour vous raconter comment il a rencontré Mimi Marchand par l'intermédiaire d'un avocat commun parce que Mimi Marchand purgeait une peine après avoir été accusée de diverses choses. Elle a accumulé une série de peines de prison avec sursis dans les années 1980 et a passé 2 ans derrière les barreaux en attendant son procès pour son implication avec son petit ami gangster et est identifiée dans sa biographie comme sa nourrice, même si elle n'a pas été condamnée. Et finalement, Xavier Niel lui a donné de l'argent pour sauver Best Image. En 1998, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis à cause d'un autre ancien petit ami et d'un trafic de drogue. Et pour ça, Xavier l'a aidé financièrement. Mais en 2024, lorsqu'il a sauvé à nouveau son agence photo Best Image, et en retour pour avoir sauvé Best Image ou l'avoir aidé, je suis sûr qu'elle s'occupe de son image et de celle de ses associés auprès du public. Dans quelle mesure cette femme, Mimi, a-t-elle joué un rôle important dans la création de l'image de Brigitte auprès du public, cette femme, qui est connue pour être un peu une gangster en coulisses? Comme je l'ai dit, vous pouvez vous renseigner vous-même. Mimi Marchand, en fait, je crois que le New York Times vient de faire un article sur elle et sur son implication. Un peu plus d'1 an après l'investiture de Macron à la présidence française, Mimi s'est faite photographier dans le bureau présidentiel, en train de faire le signe V de la victoire, avec ses mains. Oui, parce qu'ils ont effectivement été victorieux d'avoir trompé le public à propos de Brigitte. J'imagine que c'est de cela qu'il s'agit. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose de très intéressant, d'accord? Très intéressant. Brigitte et Emmanuel, peu après que cette photo ait été prise, ont pris la décision de s'éloigner prudemment de Mimi Marchand, leur spécialiste des relations publiques, parce qu'elle était impliquée dans un autre scandale. Et je vous le dis, les amis, il semble qu'il y ait beaucoup de ratés autour de ce couple, c'est bizarre. Donc, Mimi partage aussi un autre ami avec Brigitte. Elles ont un ami commun, un milliardaire, qui s'appelle Marc Ladrette de la Charrière. D'accord? Marc est vraiment très proche de Brigitte, pour être très clair, vraiment très proche de Brigitte Macron. Et il aime tellement se faire photographier avec Brigitte Macron. Ils sont si proches qu'ils décident d'assister ensemble à la production d'un spectacle. Un spectacle qui s'appelle Starmania. Vous vous dites, wow, pourquoi est-ce que je me souviens que Candace a parlé de Starmania dans le dernier épisode? Oh, parce que c'est le spectacle auquel ils ont assisté ensemble et qui a été produit par Thomas Joly. Et que Brigitte a ensuite choisi Thomas Joly pour réaliser les Jeux Olympiques. Marc Ladrette était donc avec elle, à cette première quand ils se sont dit voilà le bon gars pour mettre en scène ces Jeux Olympiques, qui sont le spectacle olympique où il y avait évidemment des personnes transgenres. Il y avait des drag queens qui se pavanaient. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont offensé les chrétiens dont je fais partie et que je qualifierais de sataniques. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez probablement pourquoi l'ami commun de Mimi et Brigitte a posé un problème au couple présidentiel qui s'est soudain dit qu'il fallait s'éloigner de Mimi. Eh bien, Marc, ce type, Marc Ladrette, un autre milliardaire, a un fils très perturbé qui s'appelle Jérémy. Et peu après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été révélé que Mimi avait fait une faveur à son ami Marc en gardant le nom de Jérémy et son visage à l'écart des médias, parce qu'elle dirige la presse comme si elle était un gangster de la presse, pour ainsi dire.
Jérémy, son fils, était l'ancien directeur d'une société de divertissement pour enfants, qui a été condamné à 2 reprises, une fois en 2008 et une fois en 2015. Et vous ne devinerez jamais les motifs, pour des affaires de pornographie infantile. Et à nouveau, après cela, récemment en 2024, la mère de ces enfants a appelé la police à leur domicile à Marrakech par peur après qu'elle ait fouillé dans son ordinateur. Ils avaient de très jeunes enfants, âgés à l'époque de 3 et 1 an, je crois. Et tout ça après avoir découvert d'autres images sur ces ordinateurs. Les enquêteurs ont recueilli 4000 images d'enfants sur son ordinateur, des enfants nus qui se faisaient violer. Pour cela, il s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts une nouvelle fois. J'ai pu le vérifier en ligne. Et encore une fois, le français n'est pas ma langue maternelle. Mais il a été condamné à seulement 8 mois pour ça. Et que cette peine a été suspendue, ce qui signifie qu'elle n'aura pas lieu avant longtemps. C'est la dernière chose que j'ai pu trouver à ce sujet. Je serais heureux de corriger cette information si elle est erronée. Cela fait 3 condamnations pour pornographie enfantine pour Marc. Et Mimi a aidé à couvrir la première en 2015. Et quoi qu'il en soit, dissimuler les agissements de Jérémy, et cette condamnation n'était pas une bonne chose pour le nouveau couple présidentiel. Ils ont donc commencé à s'éloigner d'elle, mais Mimi fait partie de ces personnes dont nous parlions, ces agents de relations publiques que l'on ne croise jamais. Et elle n'a pas aimé ça. Elle n'a pas aimé que les gens commencent à dire qu'elle était sur la touche, qu'elle n'était plus autorisée à entrer à l'Élysée. Et puis un livre a été publié en octobre 2018, qui s'appelle Le livre de Mimi. Et il est devenu encore plus clair qu'elle était persona non grata dans le cercle intime présidentiel, et qu'elle ne serait plus invitée à participer aux réunions du jeudi à l'Élysée. Que fait alors un chargé de relations publiques lorsqu'il se sent grillé? Eh bien, vous savez, il lâche une bombe dans la presse. Et il semble qu'elle ait lâché une bombe. C'est une explosion dans la presse à propos de Brigitte Macron. Et le magazine s'appelle Closer. Brigitte a été aperçue à l'entrée de l'hôpital américain de Paris, apparemment pour y subir une opération de chirurgie esthétique sous anesthésie générale. Et la première dame a été furieuse de cette publication. Elle a publiquement condamné le magazine Closer avec sa condamnation préférée, l'atteinte à la vie privée. C'est compréhensible si vous êtes à l'hôpital en train de subir une intervention. Mais sa réaction a paru exagérée, surtout au journaliste Xavier Poussard. C'est d'autant plus étrange qu'un an plus tôt, un autre magazine appelé L'Express l'avait également épinglé pour être passé sous le bistouri d'un médecin du nom du docteur Sidney Ouana. Et elle ne s'en est pas souciée, elle ne s'en est pas prise à aucun. Ce médecin et l'Express n'ont fait l'objet d'aucune condamnation publique. Brigitte ne leur en a pas voulu. Xavier a donc essayé de savoir qu'est-ce qui, dans cette publication de Closer en particulier, l'a fait paniquer, l'a fait aller jusqu'à créer pour la première fois un précédent dans lequel la première dame prend la parole et condamne publiquement la presse. Il a donc commencé à étudier cet article de plus près en essayant de comprendre. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui l'a énervé? Et il a trouvé. Alors que Closer n'avait pas nommé le chirurgien. Il n'avait pas nommé du tout le chirurgien qui a opéré Brigitte. Ils ont fait cette sorte de choses insignifiantes et laissé un indice énorme et indéniable sur l'identité du chirurgien. Dans le magazine, le chirurgien est décrit comme un, je cite, un chirurgien plastique éminent et médiatique qui cite Victor Hugo, son expression préférée étant « chair de la femme, argile idéale ». Il n'y avait qu'un seul chirurgien qui avait été présenté dans la presse avec cette citation, 1 an plus tôt dans Paris Match, et il s'appelait Dr Patrick Buy. Il est chirurgien plasticien à l'hôpital américain de Paris, et qui, dans ce reportage de Paris Match, intitulé « Opération Nouvelle Jeunesse », répond à une question qui lui a été posée, il dit « chair de la femme, argile idéale ». Pourquoi cela a-t-il fait l'effet d'une bombe dans Closer? Ou plutôt une menace? Un coup de feu tiré, si vous voulez, à Brigitte Macron. Parce qu'en France, Patrick Buy est surtout connu pour une chose, la chirurgie de féminisation. Il est le roi de la chirurgie de féminisation transgenre, pour adoucir les traits du visage. Si vous êtes un homme et que vous essayez de devenir une femme, vous allez adoucir les traits de votre visage avec la chirurgie de féminisation. Et si quelqu'un se demandait encore s'il était ou non intervenu sur Brigitte Macron, il lui suffisait d'attendre 2023
Car voici une photo d'eux ensemble. Des années plus tard, en 2023, Emmanuel Macron décide de décerner au docteur Patrick Buy la Légion d'honneur, une haute distinction de la République française. Imaginez, il s'agit de la médaille de la liberté en Amérique. C'est ce qu'on lui accorde. Nous allons faire une pause car cela représente beaucoup d'informations pour vous à digérer, à décortiquer et à rechercher. Encore une fois, nous n'en sommes qu'à la partie émergée de l'iceberg. En ce qui concerne ce couple, ses relations, son pouvoir et la manière dont il a pu réaliser cette mascarade au vu et au su de tout le monde. Mais nous vous le montrerons dans le prochain épisode, c'est à ce moment-là que le scénario commence à s'effondrer. Et nous pouvons à nouveau évoquer cette chronologie, comment cette idée parfaitement élaborée du passé de Brigitte en l'absence de toute photo, alors que les gens commençaient à se dire « Attendez une seconde, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici ». Et cela commence avec quelques photos de Brigitte Macron, publiées à l'époque, où elle était prétendument une pin-up, alors qu'elle n'avait pas du tout l'air d'une pin-up, et elle ne portait pas de joues courtes, mais des costumes amples. Et non, elle n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui ferait craquer les adolescents. La voici ici. La voici à l'époque où elle enseignait. C'est la pin-up à la Claudia Schiffer. Et les gens commençaient à se dire « Attendez une seconde, est-ce qu'on est en train de nous vendre un tas de mensonges ?» Et la réponse, bien sûr, sera oui. Mais je veux d'abord vous montrer la lettre que nous avons reçue hier de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Donc cette lettre est folle. Je suis vraiment... Je ne sais même pas quoi dire ici, je ne sais même pas quoi dire. Il est donc évident que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas consulté les épisodes précédents, vous devriez le faire ici sur YouTube. Nous les mettrons tous ensemble pour que vous puissiez voir comme une série de tout ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils nous ont envoyé une lettre. Dans cette lettre, ils n'ont pas abordé le fond de la plainte selon laquelle Brigitte Macron était bien une femme, mais ils ont commencé à s'attaquer à d'autres choses que nous avions dites et à déclarer qu'il pourrait s'agir de diffamation à cause de ci ou ça. Nous leur avons répondu en leur disant que nous n'étions pas là pour mentir. Nous croyons, je crois, que Brigitte Macron est née biologiquement de sexe masculin. Nous ne faisons pas ça pour nous amuser, évidemment, d'accord? Et nous allons vous donner l'occasion de répondre à ces questions par oui ou non. Des questions très simples ont été posées dans le premier épisode. Des questions comme « La première dame, Brigitte Macron, a-t-elle donné naissance à 3 enfants, oui ou non? Est-elle née homme biologique? Qui était la personne sur cette photo? Etc. etc. » Et ils ne nous ont pas répondu du tout, et nous leur avons donné, je crois, environ 10 jours. Plus de 10 jours, peut-être, pour répondre avant de lancer le premier épisode de notre série. Mais sans succès. Puis, après le premier épisode, l'épisode d'introduction, nous avons reçu un courriel de leur service juridique ici aux États-Unis. Et je ne plaisante pas, je vais vous la lire dans son intégralité parce que je me rends compte qu'ils essaient d'affirmer que nous avons choisi ce que nous avons lu. Oui, c'était une lettre de 100 pages. Nous n'avions pas 3 heures. Et rien ne répondait à notre question de savoir si Brigitte Macron était un homme ou non. Nous comprenons que vous essayez de prétendre que les erreurs de colorisation pourraient s'apparenter à de la diffamation. Nous connaissons votre manège. Je vous invite donc à lire la lettre que nous avons reçue et je vous expliquerai ce qu'il en est, ce à quoi ils font référence et ce que nous leur avons répondu dans notre lettre. Vous pouvez voir qu'elle commence par nous dire qu'il s'agit d'un document confidentiel, non destiné à la publication ou à la diffusion. Je n'y arrive pas du tout. Ensuite, on nous dit qu'il s'agit de déclarations fausses et diffamatoires sur les présidents Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils disent « Nous écrivons à nouveau au nom de nos clients le président et Madame Macron ». Je l'ai dit la dernière fois, je pense que vous allez vraiment entendre parler de Brigitte. Nous avons été déçus par votre réponse du 16 janvier 2025 à notre lettre du 3 décembre 2024. Malgré nos avertissements et en pleine connaissance de leur caractère mensonger, votre cliente a redoublé d'ardeur dans ses allégations diffamatoires. Nous allons y revenir. Et nous avons en effet élargi le champ de sa diffamation. Nous voulions épargner à Mademoiselle Owens l'embarras d'être confrontée ouvertement à ces fausses affirmations. Mais au lieu de faire ce qui est juste et responsable, il semble qu'elle se délecte de l'attention du public. En gros, ils m'ont écrit leur première menace légale afin de m'épargner. Ils m'ont dit « Nous voulons vous aider et vous informer. Certaines choses que vous avez dites sont erronées. Cette lettre est donc un avertissement pour vous. Quelle charmante attention de la part de ce couple. » Poursuivons la lecture. Depuis notre lettre, Mademoiselle Owens a publié plusieurs messages sur X, dont un podcast supplémentaire qui contribue à diffamer davantage les Macron, dans la mesure où les affirmations des Macron souffraient de l'une ou l'autre des déficiences juridiques que vous avez signalées dans votre lettre, ce qui n'est pas le cas. Mademoiselle Owens a éliminé tout doute sur ces revendications et les a renforcées par ses nouvelles déclarations.
Plus grave encore, le 13 janvier 2025, Mademoiselle Owens a faussement laissé entendre que les Macron étaient responsables de la mort d'un journaliste qui enquêtait sur eux. Très bien, faisons une pause, parce que vous avez regardé le premier épisode, ils sont juste en train de mentir. Je vous ai simplement dit que chaque journaliste qui essaie de toucher à cette histoire, il lui arrive quelque chose. Et c'est un fait qu'Isabelle Ferreira travaillait sur l'histoire, avait envoyé un message. Selon ses amis, elle affirmait qu'elle avait une bombe sur Emmanuel Macron et Brigitte. La presse française en a parlé, puis elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière. Ou dans un étang, peu importe. Les gens ont dit qu'elle s'était noyée et ses amis ont dit qu'elle n'était pas suicidaire. Et les gens, la presse, ont dit qu'elle avait peut-être pris des pilules, je ne me souviens plus. Le fait est que nulle part dans le premier épisode, nous n'avons dit que Brigitte Macron et Emmanuel Macron avaient assassiné cette fille. Nous avons raconté ce qui s'est passé. Continuons à lire. Cette insinuation provocatrice est factuellement fausse, offensante et incroyablement préjudiciable. Mademoiselle Owens a répété cette fausse affirmation le 31 janvier 2025 et a renforcé les implications. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit que vous l'avez sous-entendu. En déclarant qu'elle, c'est-à-dire moi, avait renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron, en raison des choses que nous savons sur leur réseau et des choses qui se produisent, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui essaie de faire sortir cela. Oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité parce que nous répondions aux gens qui disaient sur le chat qu'il fallait se doter d'un bon système de sécurité. Et bien sûr, quand vous avez des gens qui se promènent dans votre propriété, que vous avez de jeunes enfants, et que vous comprenez l'ampleur des enjeux, vous avez le droit de renforcer votre sécurité. C'est mon droit, ok? Vous n'avez pas à me dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet. Continuons à lire pour voir ce qui les contrarie. Autre mensonge pur et simple. Mademoiselle Owens a déclaré à plusieurs reprises que les Macron avaient admis que Madame Macron avait officiellement violé le président Macron dans notre lettre du 3 décembre. Il s'agit d'une pure invention car aucun aveu de ce type n'a été fait dans notre lettre du 3 décembre ni nulle part ailleurs. Non, au contraire, nous avons montré exactement ce que vous avez dit. Vous avez admis qu'Emmanuel Macron avait 15 ans et vous avez admis que Brigitte avait 39 ans. Et nous avons dit au public qu'il s'agissait donc d'un aveu de détournement de mineur. Parce que les lois de l'époque stipulaient qu'il ne pouvait y avoir de consentement si l'adulte avait autorité sur l'enfant. Et étant donné qu'il s'agissait d'un enseignant et qu'Emmanuel Macron avait 15 ans et n'avait pas l'âge de consentir, cela constituait un détournement de mineur. Nous n'avons donc pas dit que vous aviez écrit qu'il s'agissait d'un détournement de mineur, mais nous avons dit que vous l'aviez admis sciemment ou non, en affirmant, je crois, pour la première fois par écrit, que leur âge était de 39 et 15 ans. Et pour être clair, nous affirmons que leur âge était en fait 39 et 14 ans. Car 14 ans est indéniablement l'âge auquel Emmanuel Macron a participé à cette pièce. Poursuivons la lecture. L'imprudence de votre client en faisant ces affirmations fausses et préjudiciables est stupéfiante. La lettre se poursuit. Vous consacrez la majeure partie de votre lettre à la question de l'intention réelle, mais les preuves bien documentées de l'intention réellement malveillante sont accablantes, et votre cliente n'a fait qu'étoffer ce dossier. Avec ses déclarations publiques après avoir reçu notre lettre, comme nous l'avons expliqué dans notre lettre du 3 décembre 2024, Mademoiselle Owens s'appuie sur des sources manifestement peu fiables pour perpétuer une théorie du complot fondamentalement improbable, malgré les preuves qui réfutent sa véracité. Mademoiselle Owens prétend être journaliste, mais a négligé à plusieurs reprises les normes journalistiques dans ses reportages. Elle continue également à tirer profit de ses mensonges. Ici, le nom de l'entreprise est caché. Et a même récemment déclaré qu'elle commencerait à revendre le t-shirt de l'homme de l'année qui se moque de Madame Macron. Et comme le prétend Mademoiselle Owens, qu'elle n'a pas accrédité les Macron, un tribunal de la même manière ne sera pas obligé de créditer ces affirmations face à des preuves accablantes qui les réfutent. Ils ne disent donc littéralement rien, si ce n'est qu'il s'agit d'une improbable théorie du complot. Il leur suffit d'écrire Brigitte Macron est née femme biologique. Nous vous disons que c'est un fait. Ils ne le feront pas. Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Ils s'appellent Laurent, Sébastien et Tiphaine. Nous l'affirmons comme un fait. Veuillez corriger le document. Dans la lettre que nous leur avons adressée, nous avons dit que nous serions heureux de corriger le dossier. Nous sommes heureux de dire la vérité. Nous avons même proposé de nous rendre en France pour mener l'entretien, afin que Brigitte puisse répondre elle-même. Nous avons dit, n'importe quand, à n'importe quelle date, faites-le nous savoir. Nous leur avons donné jusqu'au mois de mars, je crois. Nous allons prendre un avion, nous allons venir vous voir, parce que nous ne voulons pas mentir à ce sujet. Et nous vous demandons de répondre à ces questions. Et si vous ne voulez pas que je vienne et que vous ne voulez pas m'inviter au palais de l'Élysée, alors répondez simplement à ces 21 questions pour que nous puissions les inclure dans notre reportage. Ils ont refusé de le faire et ont préféré dire qu'il s'agissait d'une théorie du complot improbable.
C'est tout, c'est ce qu'ils disent. D'accord, continuons parce que la lettre est presque terminée, c'est tout ce qu'elle dit. Depuis la réception de notre lettre, Mademoiselle Owens nous a fourni des preuves supplémentaires. Désolé, en fait, nous venons juste de passer en revue cette question. Oh non, c'est bien ça. Depuis la réception de notre lettre, Mademoiselle Owens nous a fourni encore plus de preuves de son mépris insouciant de la vérité, de sa malveillance réelle et de son intention de nuire davantage au Macron. Mademoiselle Owens a été informée par écrit des preuves accablantes qui contredisent ses affirmations dans notre lettre du 3 décembre 2024. Et pourtant, vous continuez à répéter et à développer ces mensonges. Elle a refusé de se rétracter sur les affirmations diffamatoires énoncées dans notre lettre. Mademoiselle Owens a également cité des extraits de notre lettre, mais a refusé de présenter à son auditoire une grande partie des preuves réfutant ces affirmations. Tout ceci est une tentative évidente de diffamer et de blesser davantage les Macron et de cacher la vérité à l'auditoire. Elle a menti à plusieurs reprises sur ces questions. Alors, ce qu'ils disent essentiellement, c'est qu'ils nous ont envoyé une lettre de 100 pages et qu'ils ont passé en revue tout ce qui pourrait être potentiellement diffamatoire. Comme je vous l'ai dit en ignorant le fond, à savoir Brigitte est-elle un homme, oui ou non, un homme biologique, oui ou non. Est-elle née biologiquement du sexe masculin, oui ou non? Et ils vont commencer à pinailler sur la colorisation des photos et vont en fait énumérer les deux choses à nouveau. Je n'ai donc pas besoin d'être redondante. Ils vont énumérer des parties d'une lettre qui était dans leur lettre initiale que nous n'avons pas présentée au public. C'est pourquoi nous vous montrons cette lettre en entier parce qu'elle est ridicule. Vous allez voir exactement leur habitude de ne pas aborder le fond et de toujours pinailler sur ce qu'ils disent être diffamatoire. Continuons donc avec cette lettre. Le texte se poursuit. Mademoiselle Owens croit à tort que ces fausses déclarations sur les Macron sont protégées par sa liberté d'expression et sa religion, ou du moins pense que cela peut être utile à sa cause de lancer de tels arguments. La diffamation ne bénéficie pas de la protection du premier amendement parce que, je cite, « Il n'y a pas de valeur constitutionnelle dans les fausses déclarations de fait. » Ensuite, ils énumèrent un procès, une jurisprudence. Ainsi, Mademoiselle Owens ne peut pas publier. Trop tard, les gars. Une accusation dont elle sait qu'elle n'est pas étayée par des preuves, pour coller à l'histoire qu'elle souhaite raconter, et ensuite se couvrir du premier amendement. Une plainte en diffamation fondée en partie, fondée en partie sur les fausses affirmations de Mademoiselle Owens selon lesquelles les Macron sont impliqués dans un culte satanique, n'implique aucune croyance religieuse, alors qu'un tel groupe n'existe même pas. Ils disent donc ici que je suis coupable. Ils ont fait tout un segment dans leur première lettre sur le fait que j'ai parlé de satanisme et de culte, insinuant qu'ils étaient dans un culte satanique et ils disent que c'est de la diffamation. Parler de Satan, parler de culte satanique est une forme de diffamation, et ils me demandent de rectifier. J'aurais dit que je ne le ferais pas parce qu'en tant que chrétien, je sais que les cultes sataniques existent bel et bien. Et pour eux, prétendre qu'ils n'existent pas, c'est complètement fou et c'est une violation de mon droit à pratiquer ma religion. Je ne vais donc pas m'arrêter là-dessus. Je vais m'en tenir à ce que je souhaite vous dire en parlant de mon point de vue et du point de vue partagé par de nombreuses personnes, à savoir que la cérémonie olympique était satanique. Même les principaux participants, comme Barbara Bush, la lesbienne qui est au cœur de cette affaire, s'est moquée du Nouveau Testament dans sa story Instagram avant de la retirer. Vous n'avez pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre en diffamation parce que je parle de satanisme dans un contexte qui vous met mal à l'aise, puisque vous avez trié sur le volet Thomas Joly pour faire ce spectacle. Ma réponse est non. Continuons donc à lire votre lettre et passons à l'autre point que vous estimez que j'ai supprimé. De même, les autres fausses allégations faites par Mademoiselle Owens ne sont pas fondées sur ses convictions religieuses juste parce qu'elle utilise une rhétorique religieuse pour gagner des abonnés. Oui, c'est ce que je fais à chaque messe et chaque dimanche, j'essaie juste de gagner des abonnés. Votre explication tout aussi ridicule pour excuser la responsabilité légale de Mademoiselle Owens est une fausse déclaration. Et dire que les déclarations sont supposées être des exagérations rhétoriques ne tient pas non plus la route. Mon avocat leur a répondu parce qu'ils ont dit qu'une autre allégation diffamatoire était que je disais qu'Emmanuel Macron était un psychopathe et ils allèguent que c'est de la diffamation. Encore une fois, rien de tout cela ne concerne le fond de l'allégation selon laquelle Brigitte était un homme, mais nous allons vous donner leur réponse. Premièrement, si Mademoiselle Owens croit sincèrement ce qu'elle dit, ce qu'elle affirme à plusieurs reprises, ce n'est pas une exagération rhétorique. Les déclarations qui consistent en une exagération rhétorique, une épithète vigoureuse ou un langage figuratif ou hyperbolique sont protégées parce qu'elles ne peuvent pas être raisonnablement interprétées comme énonçant des faits réels sur une personne. Mademoiselle Owens ne peut pas à la fois affirmer qu'elle croit la véracité de ces affirmations diffamatoires et que ces affirmations sont des exagérations, qu'aucune personne raisonnable ne prendrait au sérieux en tant qu'énoncé d'un prétendu fait. Au contraire, l'argument absurde de votre lettre ne fait que démontrer que Mademoiselle Owens déforme délibérément la vérité pour choquer son public, ce qui constitue un aveu supplémentaire de sa malveillance et de son intérêt financier à diffamer les Macron. En outre, le contexte de ces déclarations réfute catégoriquement toute notion selon laquelle Mademoiselle Owens ne maintenait pas sérieusement une affirmation de fait réel.
Au contraire, Mademoiselle Owens affirme à plusieurs reprises qu'elle fournit des faits et a récemment fait état d'une multitude de preuves de ces fausses affirmations. Mademoiselle Owens l'a dit clairement et a éliminé tout doute sur le fait qu'elle s'engageait dans une exagération rhétorique lorsqu'elle a affirmé le 10 janvier 2024 qu'elle exposait ce qu'elle considérait comme la vérité. Auparavant, elle avait affirmé de manière diffamatoire que le président Macron était un psychopathe, tout en citant des recherches censées étayer ces allégations et en affirmant que les prétendus abus sexuels commis par Madame Macron sur le président Macron avaient fait de lui un psychopathe, en prétendant exposer la vérité qui est étayée par des recherches. Aucun auditeur raisonnable ne pourrait croire que Mademoiselle Owens s'est engagée dans une exagération rhétorique qui n'est pas destinée à être prise au sérieux. Je vous montre donc cette lettre dans son intégralité parce qu'il est important que vous compreniez. C'est exactement la stratégie qu'ils ont adoptée pour s'en prendre aux journalistes. En France, lorsque vous voyez soudainement les médias grand public se mettre en branle et dire « Elle a gagné un procès en diffamation », il ne s'agit jamais de savoir si Brigitte Macron est un homme ou non. Elle ne veut pas de ça, jamais. Il s'agit toujours de savoir si cette personne a identifié la mauvaise personne sur la photo. Elle dit qu'Emmanuel Macron est un psychopathe. A-t-elle les compétences nécessaires? Peut-elle, sans être docteur en psychiatrie, affirmer qu'il est psychopathe? Je vais saisir la justice pour le savoir. Et puis quand ils gagnent et qu'ils obtiennent une accusation de harcèlement au civil, leurs médias, dont je vous ai expliqué dans cet épisode comment ils contrôlent les médias, s'empressent de publier qu'ils ont gagné un procès en diffamation. Avez-vous entendu une seule fois dans toute cette histoire qu'elle affirme simplement que Brigitte Macron est en fait née de sexe féminin? Avez-vous entendu ces personnes affirmer que Brigitte Macron n'avait pas fait la transition en tant qu'actuelle première dame? Non. Il s'agit de petites affirmations minables. Ce qui suit est la fin de la lettre. Je ne vous cache rien. Continuons. Et oui, c'est vrai. Ces deux choses étaient dans sa première lettre sur le fait qu'il était un psychopathe et sur les cultes sataniques. Ils ont écrit « Votre affirmation que les Macron n'ont pas été lésés par les fausses déclarations de votre cliente est encore démentie par la deuxième phrase de votre lettre du 16 janvier, dans laquelle, selon vous, Candace est une attraction internationale. Merci, maître, je vous remercie. J'ai un bon avocat, si gentil. » Ces fausses affirmations ont atteint un public international. Les vues, les j'aime, les commentaires, les téléchargements, les partages de ces fausses déclarations sont la preuve irréfutable que les fabulations de Mademoiselle Owens sont crues et répétées. Il est évident que la prolifération de ces fausses déclarations par Mademoiselle Owens a entraîné une atteinte à sa réputation et à son statut au sein de la communauté, une humiliation personnelle, une angoisse mentale et de la souffrance. Des souffrances telles, mesdames et messieurs, qu'ils ne veulent pas simplement répondre à la question de base que nous posons. Êtes-vous Brigitte Macron? Êtes-vous Brigitte Macron, née femme biologique? Oui ou non? S'il vous plaît, arrêtez avec ces lettres, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le tout se termine par cette demande plutôt bizarre. Enfin, votre lettre ne tient pas compte de notre demande de mise en attente légale. Pour votre commodité, nous la répétons ici. Jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus, veuillez vous assurer que vous, vos responsables et toutes vos sources, préservent et conservent les courriels, les messages textuels et les enregistrements audiovisuels. Oui, d'accord, imbécile, tout est là, sur YouTube. Mon Dieu, qu'est-ce que vous pensez que nous cachons? Nous avons déjà affirmé 1000 fois ce que je pense. Je crois que Brigitte Macron est née biologiquement homme, d'accord? Et qu'il s'est ensuite transformé en femme. C'est ce que je crois. Que pensez-vous trouver dans mes messages? Quelle est votre preuve irréfutable? Vous l'avez. Vous l'avez, les gars. Nous le reconnaissons publiquement. Nous garderons tous nos fichiers YouTube. Nous conserverons tous les fichiers vidéo. Nous garderons nos SMS, nos journaux, nos tweets. D'accord? Nos tweets, pour que vous puissiez montrer que je pensais ce que j'ai dit. Vous pourrez alors expliquer pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de répondre aux questions. Encore une fois, il s'agit d'une tactique d'intimidation. Ils n'ont évidemment répondu à aucune de nos questions pour mettre un terme à cette affaire. Ce qui leur enlève toute légitimité pour prétendre qu'ils sont si angoissés mentalement qu'ils ne peuvent pas simplement affirmer la vérité en tournant autour du pot sur des questions qui n'intéressent personne. Tout le monde s'en fout. Elle a traité Emmanuel Macron de psychopathe, c'est juste, ça fait mal. Mais il s'en fichait, évidemment. Quand la presse algérienne l'a traité de psychopathe homosexuel, elle n'a pas été poursuivie. Il s'en prend à Candace. Beaucoup de gens qui ont affirmé qu'Emmanuel Macron est un psychopathe n'ont pas été poursuivis pour autant. Mais il veut qu'on sache qu'il est vraiment sérieux. Venez dans le Tennessee. Allez-y, arrêtez de perdre votre temps avec des lettres, portez plainte, d'accord? Le monde entier veut connaître la réponse à la question. Et je crois que je connais déjà la réponse à la question. Comme je l'ai dit, nous épluchons les couches de cet oignon très lentement, en aidant les gens à comprendre qui fait partie de votre cercle. Comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu tromper le monde entier? Ce que vous faites maintenant. Parce que c'est ce que vous faites. Nous allons révéler votre stratégie juridique qui consiste à ne pas s'occuper de l'éléphant dans la pièce alors que vous vous plaignez de ce qui l'entoure. Oh mon Dieu, elle a dit psychopathe, elle a dit que j'étais comme un psychopathe. Comment avez-vous pu dire ça? Il est tellement blessé, il est angoissé.
Vous êtes pathétique, Emmanuel. Vous êtes absolument pathétique. Cette lettre est pathétique. Alors quand vous me renverrez une lettre et que vous me citerez en disant ce qui est pathétique à ce stade, je vais maintenir ce que j'ai dit, d'accord? Je crois au satanisme. Avant tout, je ne pense pas que ce soit le fruit de l'imagination de qui que ce soit. Alors bonne chance avec ça devant les tribunaux américains, surtout dans le Sud, où les gens ont encore la foi. Et bonne chance pour essayer de prouver que vous n'êtes pas un psychopathe quand des tonnes de gens ont rapporté dans la presse que vous êtes psychopathe et qu'ils ont remarqué ça pendant le Covid. Des tonnes de gens ont écrit à sujet sur votre état mental. Et vous ne me ferez jamais changer d'avis sur le fait que vous avez été manipulé par la personne que vous avez finalement épousée en 2007, Brigitte Macron. Je crois que c'est un homme. Combien de fois vais-je devoir le répéter? De combien de façons puis-je encore le dire? Dois-je le dire en français? Parlez-vous français? Je devrais apprendre un peu le français pour le dire d'une autre manière? Cela devient tout simplement ridicule, d'accord? Le public tout entier est maintenant attentif. Emmanuel et Brigitte, et je sais que vous vous couchez tard pour regarder cela à l'Élysée. Probablement tous dans une pièce. Vous êtes probablement à côté de votre prochain agent de relations publiques maintenant que vous avez coulé Mini, parce que des éléments de son histoire devenaient évidents. Je sais que cela vous inquiète. Pas parce que quelqu'un vous a traité de psychopathe. Jusqu'à quel point un dirigeant du G7 peut-il faire preuve d'hypocrisie? Mais c'est le fond qui vous inquiète et nous allons nous attaquer au fond. Et le monde entier va nous regarder faire. Je conclus ici, Monsieur et Monsieur Macron, en vous remerciant de promouvoir cette série de la seule manière que vous connaissez, en pleurant comme des petits bébés publiquement et en pensant que je vais garder cela privé ou secret. Je crois à une transparence absolue. Je dis tout à ceux qui me suivent parce que je les considère comme des amis. Je ne les considère même pas comme des fans. Je les considère comme des gens qui, comme moi, sont des citoyens concernés qui ont le droit de savoir qui diable dirige nos pays. C'est aussi simple que cela. Et je suis très inquiète de savoir qui dirige votre pays, très inquiète. Et très inquiète de leur lien avec les médias américains. Et je suis très inquiète que la plupart des gens dans le monde n'entendent pas parler de cette histoire qui est démente. Et qui devient de plus en plus démente à chaque épisode. Nous n'allons pas nous arrêter là. Et qui que ce soit qui se cache derrière les attaques des DOS, vous ne pourrez pas arrêter cela. Vous qui nous regardez, nous vous demandons de soutenir notre travail de journaliste indépendant. Il est évident que la meilleure façon de le faire est d'aller sur CandaceOwens.com. Vous pouvez faire un don, vous pouvez acheter des produits dérivés pour nous soutenir. Je sais que les frais d'expédition à l'étranger peuvent parfois être élevés, mais vous pouvez simplement faire un don et nous soutenir de cette façon. Ou vous pouvez vous inscrire à toutes nos offres sur CandaceOwens.com. Je vous en serai très reconnaissant. Nous sommes conscients que, dans tout ce que nous faisons, nous prenons des risques considérables, mais nous estimons qu'il s'agit d'un risque nécessaire pour protéger les enfants. Et c'est de cela qu'il s'agit. En fin de compte, il s'agit de protéger les enfants contre des personnes que nous pensons être des prédateurs. Et je crois que Brigitte Macron est une prédatrice. Ne vous méprenez pas, je crois qu'elle est une prédatrice. Je crois qu'elle manipule la presse et qu'elle manipule les tribunaux. C'est une prédatrice. Elle manipule les journalistes. Elle essaie d'étouffer la parole. Tout cela, c'est de la prédation. C'est donc notre conclusion. Merci beaucoup d'avoir écouté le premier épisode.